c'est une expérience pédagogique, c'est avant tout permettre à des étudiants de voir autre chose, de s'ouvrir à d'autres problèmes, à des urgences qui sont très différentes dans un pays qui s'est développé beaucoup plus récemment que le nôtre. Et puis, mais dans un contexte qui est aussi celui d'un pays avec toute son histoire, sa géographie, ses ressources, ses enjeux de développement soutenable. Et aujourd'hui, c'est vraiment particulièrement intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et comment d'autres étudiants du même âge, de la même génération envisagent les choses. Par exemple, je m'appelle Eliot. Je m'appelle Alex. So you pronounce J-S. Je. Finalement, c'est se questionner ensemble. Pour moi, le but essentiel, c'est d'arriver à contribuer à travers les projets des étudiants à la réflexion sur le bassin. Parce que bon, les étudiants, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle vision, c'est souvent une vision qui sort des habitudes, qui peut se permettre d'innover, qui peut se permettre de sortir des règles. Voilà. Ils ont parfois des solutions qui paraissent peut-être moins avancées que les nôtres, mais qui sont peut-être parfois plus simples et plus efficaces. Mais ça fait du bien de revenir à des problématiques simples. Hein. Quand je me rappelle sur les projets, quand on parlait de remonter l'eau pour aller alimenter les rizières, effectivement, en France, on a une solution simple, c'est de mettre une pompe et puis de refouler l'eau. Mais là-bas, comme il n'y a pas forcément l'électricité partout, eh ben, il faut chercher quelque chose de simple, de rustique, d'efficace. Et puis, comme on sait pertinemment que les problèmes d'énergie, ben, dans le temps, ça va évoluer pour tout le monde, eh bien, de revenir à des choses simples et à des valeurs, des solutions rustiques et efficaces, eh bien, c'est aussi des solutions sur lesquelles il faut qu'on travaille chez nous. Comment on peut travailler le devant de l'église là, et puis les abords de l'église? Est-ce qu'on peut travailler à l'aménagement des rives en jonction avec le parc de l'église, etc. Voilà, pour ça c'était une expérience grandeur nature, on va dire, d'aller travailler sur un site qu'on ne connaissait pas et sur lequel il fallait faire projet, il fallait saisir les enjeux, il fallait analyser aussi les espaces. Donc voilà, en ça c'est très formateur, c'est-à-dire que ça nous permet d'arriver sur un site et puis de travailler comme ça, on va dire, sans filer, quoi. Et puis il y a la question qu'on n'a pas les outils qu'on a l'habitude de manipuler, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aborder le projet sans un PLU, sans un cadastre, avec des données qui nous manquent, enfin en tout cas des données qu'on a l'habitude d'utiliser nous ici. Et puis finalement c'est cette nouvelle manière d'aborder le projet qui n'est pas moins riche pour autant, puisque du coup on s'oriente vers d'autres entrées, vers d'autres façons d'aborder le projet, et finalement la question de rencontrer les populations, de savoir à qui on s'adresse, est presque décuplée en Thaïlande. Et ce qui nous booste pour le Power Arcachon, c'est aussi ça, c'est de se dire qu'on travaille pas simplement pour une commande, on travaille pour des gens qui vivent un territoire. Et ça, les Thaïlandais nous l'ont bien montré, l'échange qu'on a eu avec les étudiants. Plus loin, d'accord. C'est aujourd'hui que nous allons explorer le lake. Le lake.
C'est vrai qu'en rentrant de Thaïlande, du coup, on a un regard qui est complètement changé sur nos acquis, sur ce qu'on pense connaître. C'est-à-dire qu'on avait déjà une perception, en parlant du bassin par exemple, une grosse étendue d'eau, et on voit qu'il y a beaucoup de rapports différents par rapport à Sakon-Nakhon. Le lac, c'est quelque chose de complètement différent. Ça remet en question. Le fait de rencontrer cette culture, cette autre culture, permet justement de remettre en question tous ces éléments acquis, que l'on pense acquis, pour les réinvestir, les revoir. Comment l'architecture pouvait être une manière de réagir à une catastrophe, à un état, à un traumatisme, et comment on pouvait gérer les stigmates d'une catastrophe naturelle dans un territoire, et savoir comment, dans un temps relativement court, on pouvait reloger des personnes, apporter des usages liés à la modification du territoire, du paysage. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a abordé ce sujet avec grâce aux Thaïlandais, je pense, surtout beaucoup de douceur et beaucoup de modestie, sans vouloir apporter des réponses vraiment violentes. Voilà. Oui, parce que finalement, on s'est attaché à la matérialité que la tempête apportait, du coup, à comment travailler sur toute cette question de la matière, du bois et de tous les événements qu'elle pouvait créer. Après l'événement. Et aussi de l'espace qui est généré par la tempête également. Ces grands vides qui sont créés. Parce que finalement, c'est vrai qu'en Thaïlande, on a vu qu'avec très peu de moyens matériels, ils arrivent à faire énormément de choses, des habitations, des ponts, enfin énormément d'édifices. Et donc, je pense que la Thaïlande nous a apporté ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les éléments de la tempête, donc les pins des Landes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour créer des espaces publics, créer des aménagements, créer des habitations. Et surtout sans préjugés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une liste de caractères préétablis sur telle ou telle question avec une réponse déjà envisageable. On arrive sur un terrain complètement inconnu où on doit tout réinventer. Réinventer une méthode. On n'a pas déjà une méthode qu'on vient imposer au lieu. C'est une question d'invention et de recherche. C'est pas, on n'a pas de réponse préétablie.